Candidat aux élections présidentielles de 2026, qu'allez-vous faire lorsque Sassou Nguesso aura détourné les résultats des urnes, comme à son accoutume? Peuple congolais, bonjour, bonsoir, tout dépend du lieu où vous vous trouvez sur notre bonne vieille planète Terre. Je suis Nadège Pandi Congo et vous êtes sur R7 dans l'émission Carte sur table. Les élections présidentielles approchent à grands pas, mais les Congolais n'attendent rien de ces élections truquées. Depuis plusieurs décennies, leur vie se trouve dégradée à cause de la malgouvernance de Sassou Nguesso. Nous devons rappeler aux candidats de l'élection, en vue de l'élection 2026, que Sassou Nguesso est un homme de coup d'État. Et il n'a jamais été plébiscité par le peuple congolais. Un dictateur, en l'occurrence Sassou Nguesso, qui est l'un des plus grands sanguinaires et génocidaires de l'Afrique, ne peut organiser les élections et permettre que quelqu'un d'autre vienne s'asseoir à sa place. C'était le 14 décembre dernier à Abidjan. Denis Sassou Nguesso assiste à l'investiture d'un président ami. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, que j'appelle affectueusement l'empereur. Le lendemain, investiture d'un autre président, réélu lui aussi pour un troisième mandat, et rebelote. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Alors, avec ses 37 années à la tête du Congo, Denis Sassou Nguesso serait-il le maître? Si le surnom d'empereur se veut élogieux, il sonne gênant tant il évoque tacitement les coups de force de cet homme né il y a 77 ans à Edou, au centre du Congo. Son ascension débute aux côtés du capitaine révolutionnaire Marien Ngouabi. Nous disons que la révolution, c'est surtout l'affaire des jeunes. Pourquoi? C'est parce qu'une révolution socialiste ne se fait pas en un jour. Le jeune officier parachutiste, cofondateur en 1969 du Parti congolais du travail marxiste-léniniste, participe au renversement de plusieurs chefs d'État. Alphonse Massamba Deba, Joachim Yombi Opango. En 1979, l'ancien agent des renseignements et ministre de Ngouabi, assassiné en 1977, accède au pouvoir. Sa trajectoire est stoppée net. En 1992, il est battu lors de l'élection présidentielle face à Pascal Lissouba. Je ne dis pas organiser les élections pour les gagner, car nous savons qu'il ne gagne jamais, il n'a jamais gagné une élection en République du Congo. Donc, quand il va organiser ces élections, ça sera forcément pour qu'il reste et non pour que quelqu'un vienne le remplacer. Le premier coup d'État de Sassou Nguesso fut en 1979, où il prit la place du général Yombi Opango. Parce que 2 ans plus tôt, auparavant, il avait, d'après plusieurs témoignages à la conférence nationale. Merci. Monseigneur, donc, mon exposé sera non pas d'un homme politique qui vient faire plaisir ou qui cherche un électorat, mais mon exposé sera celui d'un homme qui a eu comme carrière une carrière de magistrat. Je vais respectueusement pour vous dire que je suis magistrat. Je vous remercie et je vais passer immédiatement au vif du sujet. Monseigneur, le 18 mars 1977, vers 13h15, est arrivé à mon domicile un véhicule de la présidence de la République.
qui m'a amené des cartes pour participer aux festivités qui allaient avoir lieu le 19 mars 1977. Plus 2 champagnes. C'est Monsieur le Président de la République qui me les avait envoyés. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a des gens ici qui aujourd'hui parlent comme quoi ils sont les amis du président Marien Ngouabi, mais qui l'ont combattu toute leur vie. J'étais avec le président Marien Ngouabi à Ouando lorsque il prenait l'hélicoptère pour se rendre à Makwa. Et c'est le président Marien Ngouabi qui m'avait invité. Il dit, viens passer quelques jours à la maison, nous serons ensemble. Et j'étais donc à Ouando lorsque j'ai vu le président Marien Ngouabi prendre l'hélicoptère avec Nicolozo et les autres. Et je n'ai pas pu avoir de la place parce qu'il y avait beaucoup de monde et le président m'a demandé de laisser la place parce qu'il y avait un professeur ou un Européen qui était là. Il dit, vaut mieux qu'il visite les lieux, tu attendras la prochaine fois. C'est la raison pour laquelle la fête qui devait avoir lieu le 19 mars me concernait au premier chef. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé à Ouando parce que ce n'est pas ça qui vous intéresse. Mais cependant, il y a un point très important à l'occasion de l'accident qui a eu lieu à Ouando. Lorsque le président n'est pas revenu à 18 h, je me suis retrouvé à Ouando avec la veuve, les enfants, et il y avait le capitaine Anga à l'époque. Nous avons appelé à Brazzaville par la radio militaire pour annoncer que le président n'est pas rentré. Nous avons eu au téléphone, je crois, le président Sassou et une autre personne. Et après, la radio s'est coupée. Plus de communication avec Brazzaville. On a tenté toute la nuit d'avoir Brazzaville et plus de nouvelles. La famille s'est mise à pleurer parce que le président ne rentrant pas. Et aux premières heures de la matinée, c'est le capitaine Anga, complètement désemparé, qui prendra l'avion. Il dit, il faut que je redescende jusqu'à Brazzaville pour organiser des secours, pour qu'il y ait un complément des gens afin de chercher le président de la République. Nous avons attendu à l'aéroport d'Indanga. Anga est descendu sur Brazzaville et je dis que tous ceux qui sont là, responsables militaires, personne n'a bougé. Et pendant que le président se trouvait donc en forêt, c'est à ce moment-là que se déclenche à Brazzaville, par ses amis, la grève. Et vous comprendrez par la suite l'attitude du président lorsqu'il reviendra à Ouando. Le président était tout étonné de voir qu'il y avait un silence de mort de Brazzaville. Je vous explique ça parce que la mort du président Marien Ngouabi remonte au 12 décembre 1975. C'est à cette date-là que le président Marien Ngouabi a signé son arrêt de mort. En effet, tous les membres du comité central qui sont ici dans cette salle ont tous craint pour leur poste. Et le président Marien Ngouabi avait donc décidé de convoquer un congrès extraordinaire. Ce congrès devait totalement radicaliser, balayer tous ceux qui se sont reconstitués le 5 février 1979. En effet, si vous regardez attentivement ce qui s'est passé le 5 février 1979,
c'est ce que le président, dans une lettre qu'on m'a volée, a appelé un ramassis de camarades et de traîtres. Et vous remarquerez ici également qu'en 1960, lorsque l'accident a eu lieu, ce n'est pas n'importe qui a fait la grève. Ce sont ceux sur qui Marien Ngouabi comptait. Et vous comprendrez également par la suite dans mon exposé que les assassins de Marien Ngouabi sont avec nous. Et je dis que, et je le dis dès à présent, que les assassins de Marien Ngouabi ne peuvent pas être en dehors du CMP. Il était à l'origine de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Et donc, ce ne fut qu'un refus stratégique. Il ne pouvait pas prendre le pouvoir tout de suite. Il a donc fallu qu'il attende 2 ans après avoir mis en minorité le président Jean-Jacques Yombi au Congo au sein du CMP. Après avoir été copieusement ridiculisé lors de la conférence nationale en 1991, il perdit les élections présidentielles en 1992 face au président Pascal Lissouba. Sassou Nguesso a saboté la présidence de Pascal Lissouba. Nous avons le témoignage de Moigny Idevert, l'un de ses cobras. Savoir lui trouver, si possible, puisque c'était un homme de laisser passer des passeports, nous allons, non, de l'autre côté là-bas, tu vois pas qu'il ne sait que faire la répression parce que c'est la branche la plus facile où même les cancres peuvent agir. Donc, la répression. Donc, bon, on ne peut pas le laisser là. Aujourd'hui, on a besoin, avec tout ce que nous avons enregistré ici, on a besoin, je te le dis, tu es bien placé, si tu peux le lui dire. Même ton petit n'est pas content de tout. Ce n'est pas par rapport à notre fille, non, ça c'est quotidien ici. Tout le monde fait à sa tête. Non, ça. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui il était acteur, toi tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir Lissouba. Ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but. C'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. En effet, il a tiré les ficelles dans l'ombre entre Pascal Lissouba et Bernard Kolela, occasionnant ainsi une guerre en 1993. En 1997, il revient au pouvoir par un coup d'État aidé par Jacques Chirac et l'Angola, occasionnant 400 000 morts d'après certains experts. Ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras,
les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Les kalachnikovs et les lance-roquettes ont envahi les rues. Et lorsqu'on interroge ces miliciens, ils ne parlent que de guerre totale. Quant à moi, la guerre n'est pas encore finie. Pour l'instant, on doit garder les positions, tandis que le président Sassou relance ses projets pour en finir avec les Souba. Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent, 15 ou 16 ans à peine, a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Des cadavres, il y en a tout autour de nous. Des civils en grande majorité, fauchés par une rafale. Lui, c'est autre chose. Quoi ce cadavre là? Ce cadavre-là, parce que lorsqu'on faisait le combat, après le combat, si on replie, et derrière nous, il y a les gens, les pilleurs. Et nous ne voulons pas de pilleurs, parce qu'ils viennent pour saboter. Et tous les pillards pris en flagrant délit sont exécutés, parfois les mains dans le dos. La mort pour l'exemple ne sert à rien, semble-t-il. Il y a 1 heure ou 2, un obus est tombé dans cette usine de congélation. Les pillards sont déjà à l'heure. Ils vont même s'arracher leur putain. Ça c'est le pillage, c'est quoi? Ça c'est pillage. Casser la maison de tous les cas. C'est casser la maison. Quoi? Ce jour-là, un nouveau cessez-le-feu était signé, le 3e en une semaine. Nous en profitons pour aller rencontrer l'ancien président, Denis Sassou Nguesso. Sa résidence est devenue un camp retranché. On nous interdit de filmer les pièces d'artillerie. On le fera, caméra cachée. Elles sont hors d'usage. Des blindés pris à l'ennemi sont également hors d'état de nuire. Seuls ces 2 ou 3 000 miliciens, ces cobras, entretiennent l'illusion d'une armée. Première question, et déjà on comprend que la trêve sera de courte durée. La question qu'on pose, c'est celle de savoir si les troupes du pouvoir vont continuer d'occuper le CHU et de tirer sur les quartiers populaires de Poto-Poto. Il faut bien qu'elles sortent de là. Le CHU, le centre hospitalier de Brazzaville, a reçu ce soir-là un obus. Il est tombé dans le bloc opératoire. Nous chercherons vainement la trace des soldats gouvernementaux. Dans les étages, il n'y a pas non plus de Zoulous, ces miliciens qui soutiennent la guerre du président Pascal Lissouba. En revanche, il y a bien des malades, des cadavres et des blessés. Des médecins aussi désarmés, désemparés devant cette folie meurtrière. On attend les autorités. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce qu'ils vont nous rassurer quelque chose de bien? Est-ce qu'on va continuer? Bon, pour moi, s'il n'y a pas d'assurance, je préfère aller à la recherche de ma famille. Est-ce que je vais les voir? Est-ce que je vais être surprise par une balle? Je ne sais pas. C'est difficile. Une balle perdue et une nouvelle victime. Ce n'est plus une guerre civile, c'est une guerre contre des civils. L'administrateur de l'hôpital n'en peut plus, mais il veut que l'on sache l'horreur de cette guerre. L'odeur devient insupportable. Par exemple, ça sont des civils qui ont reçu des balles perdues. Ils ne sont même pas au frigo. 400 ou 500 cadavres, un petit aperçu du bilan. Pilonnages aveugles. Profitant d'une accalmie, nous allons essayer de nous rendre dans l'un de ces quartiers populaires. Comme toujours, nous sommes escortés par la Légion étrangère.
En 2015, il organise un coup d'État constitutionnel pour pouvoir se présenter aux élections de 2016. Et face à la contestation populaire, il assassina plusieurs Congolais. Au Congo, une coalition d'opposition annonce l'arrestation de 6 de ses cadres. La nouvelle intervient alors que de nouveaux affrontements ont opposé ce matin des groupes de jeunes aux forces de l'ordre à Brazzaville. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Ces tensions interviennent au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. Dernier bilan officiel, 4 morts au moins et une dizaine de blessés. La population manifeste contre le référendum de dimanche. Le scrutin devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briller un troisième mandat. En 2016, il emprisonna le général Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa après avoir détourné les résultats des urnes. La chambre criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville au Congo a condamné ce vendredi le général à la retraite Jean-Marie Michel Mokoko à 20 ans de prison au terme d'un procès marathon qui s'est ouvert lundi. Selon l'acte d'accusation, le candidat malheureux à la dernière présidentielle est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de détention illégale d'armes et munitions de guerre et de troubles à l'ordre public. Le général Mokoko a opté pour la stratégie du silence, ses avocats et lui-même dénonçant, et je cite, un procès politique. Dans une lettre ouverte, rendu public le 8 mai dernier, il a réitéré sa position de victime d'une dictature qui a entrepris de l'intimider. Il a évoqué son immunité du fait de sa qualité de dignitaire de la République et par conséquent incapable d'être poursuivi par une quelconque juridiction congolaise. Un argument battu en brèche par les avocats de la partie civile qui a finalement été suivi par la chambre criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville. En 2021, il se proclame vainqueur des élections malgré la mort de Parfait Kolela, sans pour autant s'inquiéter de l'article 70 de la Constitution qui stipule que lorsqu'un candidat est en incapacité ou bien est mort, la Cour constitutionnelle a le devoir de reprendre le scrutin. Le décès d'un candidat en pleine présidentielle est inédit et pose la question de savoir si une telle situation est couverte par la Constitution congolaise. Si oui, que soulignent d'éventuels articles en la matière et jusqu'où s'étendent leurs champs d'application. Il s'agit de l'article 70 de la Constitution du 15 octobre 2015 qui prévoit qu'avant le premier tour, si un des candidats est empêché définitivement ou s'il venait à mourir, la Cour constitutionnelle devrait prononcer le report de l'élection. Mais ici, on est dans un cas de figure où il faudrait des interprétations des constitutionnalistes pour comprendre le sens de cette situation. Parce que Guy-Brice Parfait Kolela est décédé pendant son transfert en France pour des soins, alors que les électeurs se rendaient déjà aux urnes. Est-ce qu'on entend par avant le premier tour, pendant que les électeurs ont fini d'accomplir leur devoir citoyen, ou plutôt le premier tour englobe l'ensemble du processus qui devrait prendre fin avec la publication des résultats? Si tel est le cas, ça veut dire que nous sommes donc dans cette possibilité de voir l'élection être annulée, tout au moins le premier tour. Maintenant, si on entend par avant le premier tour simplement la période au cours de laquelle les électeurs déposent leur bulletin dans les urnes, en ce moment-là, je pense que le processus peut continuer. Guy Parfait Kolela se faisait figure de principal concurrent au président sortant. Sur le plan politique, c'est donc aussi un réel coup dur pour l'opposition. D'autant qu'avec la mort de son rival, Denis Sassou Nguesso pourrait l'emporter dès le premier tour. Vous savez, on est dans un pays où les instituts de sondage ne fonctionnent pratiquement pas, donc difficile à l'heure actuelle de se faire une toute petite idée. C'est vrai que Denis Sassou Nguesso avait promis ce que l'on appelle en Afrique le coup KO, c'est-à-dire remporter l'élection dès le premier tour, mais certains candidats aussi ont promis finalement d'éjecter le président de son fauteuil dès le premier tour. Guy-Brice Parfait Kolela, par exemple, l'avait clairement dit, l'idée c'était de gagner aussi, pourquoi pas, dès le premier tour.
si Rodrigue Mayanda, c'est le directeur de campagne de Guy Brice Parfait Kolela, il a déjà annoncé que son candidat était en tête dans plusieurs localités. Mathias Nzon aussi dit être en tête. On attend finalement, c'est réellement peut-être la publication des résultats. C'est difficile de dire qui va l'emporter. Ce qui est vrai, c'est que c'est Denis Sassou Nguesso. Il a peut-être cet avantage d'être le président sortant, d'être donc au cœur finalement de l'organisation de ce scrutin, parce que la commission électorale, c'est lui qui nomme les membres de cet institut. Il faut donc attendre la publication des résultats qui devrait intervenir au courant de la semaine. Dès dimanche matin, l'accès à Internet a été coupé. Les observateurs de la conférence épiscopale ont été écartés. Quelle qu'en soit l'issue, la crédibilité de ce scrutin pourrait déjà être entachée. La coupure d'Internet, le refus d'accorder l'accréditation à l'Église catholique pour superviser justement le déroulement de cette élection participe, je crois, du huis clos décrété. Et je pense que cela pourrait jeter un certain discrédit sur les résultats qui seront publiés finalement à l'issue donc du premier tour de la présidentielle. Alors, peuple congolais, que pensez-vous que les candidats vont faire pour les élections 2026? Quelle est leur alternative, sachant que Sassou va obligatoirement détourner les résultats des urnes comme il a coutume de le faire. Il est déjà en campagne présidentielle depuis quelques mois déjà, lui et ses acolytes. Il sillonne les régions, distribuant 2000 francs CFA au peuple qu'il affame depuis plusieurs décennies. Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julienne Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu, Wilfried Nguesso, a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. Il montre ainsi à la communauté internationale qu'il est aimé par sa population. Parce que ceux-là, à cause de la famine, certains d'entre eux sont obligés, à cause des 2000 francs CFA, d'aller ou de se rendre à ces meetings. Ces partisans déclarent que Sassou Nguesso est un homme de paix. En quoi l'est-il? Nous avons remarqué que durant la gouvernance de Pascal Lissouba, il est à l'origine de plusieurs escarmouches entre certaines tribus. Nous avons aussi remarqué que depuis plusieurs décennies, Sassou Nguesso parcourt le monde à la recherche des armes qu'il utilise contre son soi-disant peuple. En quoi Sassou Nguesso est-il un homme de paix? Lorsque les Congolais n'ont pas le minimum de survie, les Congolais manquent d'eau, d'électricité, les Congolais n'ont pas de travail. En quoi Sassou Nguesso est-il un homme de paix? Les Congolais meurent par milliers depuis plusieurs décennies à cause de sa cruauté. Nous l'observons aussi lorsqu'il est parti ravager, détruire plusieurs villages aux poules.
Les gens disent que le Congo, plutôt le pôle, n'a pas la guerre. Un pays qui n'a pas de guerre, vraiment, peut avoir de tels enfants. Regardez cet enfant. Ils étaient au moins 12, ils sont tous morts. Le père et la mère est disparu par le fléau de la guerre. Vous voyez ce que nous souffrons ici. La malnutrition, la famine. Quand vous me voyez comme ça, surtout comme habit que je suis, j'en ai plutôt. Et ce comme ça, là, les gens peuvent vivre vraiment dans une république. Et pourtant, on a un président de la République. Mais qu'est-ce qu'il pense pour nous? Est-ce que tous les gens du pôle sont des politiciens? Tous les gens du pôle ont saisi les armes avec cette façon. Est-ce que même vous qui sont à l'étranger, vraiment vous avez la joie de voir ce que nous souffrons ici? Vraiment, on ne peut pas beaucoup parler, puisque nous disons que notre gouvernement est génocidaire, surtout. Puisqu'il veut détruire toute la nation du pôle. Et pourtant, tous les gens du pôle ne sont pas des politiciens, je le dis bien. Nous ne connaissons pas la politique. Et les gens ne mangent pas la politique. Vaut mieux qu'ils disent ou bien qu'ils achètent au moins les avions, bombardés une fois pour toutes, au lieu de nous faire souffrir comme ça. Nous souffrons. Hein? Nous souffrons vraiment, nous souffrons. Regardez. Sa mère et son père est mort par le fléau de la guerre. Ils étaient au moins 6. Tous sont morts. Celui-là aussi va mourir. Il n'est pas pour beaucoup de jours. On n'a pas de médicaments. On n'a pas du tout. On n'a pas des choses à manger. Donc vraiment c'est tout comme message que je voulais envoyer à l'opinion internationale. Surtout à l'UNICEF. Qui s'occupe des enfants. Pourtant l'UNICEF et la Croix-Rouge et la CCR peuvent faire des tours ici pour venir soigner les gens. Il nous manque des médicaments, il nous manque à vivre, puisque tout ce qu'on avait été incendié. On n'a pas des habits. Nous dormons dans des conditions adéquates, des souffrances. Vous pouvez voir là, dans la maison, là, vous allez voir, vous allez filmer les endroits que les gens dorment. Nous dormons à terre. Les insectes de tout ce genre viennent nous piquer. Le paludisme tue. Partout là, c'est des cimetières. Mais aujourd'hui, c'est lui le premier génocidaire. Vraiment, on ne sait pas. Seul que Dieu qui nous abrite. Donc, merci. Président Bokabiala ka tabi mukento ka muduki sa. Boke ka butu, boke ka président. Ka beto vraiment ku le Congo ku mpashi tutamona ziyo. Bala bakitizaba mikanda kuteka kusumba tusumba mi. Butugala mbongo kulokolo le mubilumu makumole na bitanu. Kangana nshadiambu tayireke. Tantete vote tu votele. Beto butumana tu butuvota kangati tabaka ba president batutuma mungura luzolo. Kamu lumbu chauchi beto ni tukotele masanga matalombo tokokota. Tusekela katira mamba muntangu ya mvula. Bubu tutazonda bala katuta dikila bala ko nshia mukaka ninsatu. Njila za kangama. Kangana president ya mpila moshibuna boto lende ya zolome president ya kuvukaka. Bima biabi bote biabi nsona biabi bina biabi bote ni president kuyunza avyo. Kalumbu chibeto mulepule katushiri abantu ko batu songe sa nchi ya kaka yoyi kwenda bisi lepule ngati beto tweta gomboka muna. Kanchanchi yina yilumbu bantu beto ngati tweta gomboka lepule ye kanchake salu yina ngati bonga kwa kumvama ki kya lepule. Katushiri ana jambo ditulenda tako. Munjala ukotele ku katutavu tulenda ku mbungu ntangu itaketisala tiya kabanami sandi muishi kabamona andi ubamona muishi bawondele kangana bota keti lombo bela na munjale tumanisi mempiba mfumbo dabe bebo etumanda ma endel ngale ya jam tiri abi yakun mba vie mengali mu ma vote ngabe ka jam tiri abi kun manda mba ka jabi kun mabe ko ka ba ka jam mogo Milbo biho belo biho be ko biana imo mpari ya shuva ngangu bakaba blikale food we c'est vrai bele makatimi bihi kogo ngaye ka to ba food bu mamale ka jam tiri abe kuniri je mrejo ya pol bo ba food dogo ki gwe me ila kindi ndi amar bihi kune mrejo ya bihi ale pole kale nda bile kalba antu ya ba nyam ban malade ya su me shete ya su bana yi sati ma gelwe ba de buli gem nche microbe ya su baba ke bulu pak musuru bon pas d'attirer comme on vit pas comme on va pas ça vivre en enchaîne
eme kandi mo ebiri me la go biya ile kwe bibile kalbantu boka ba ya rejo ya biya le pulu me bobu man ingi minitako vraiment que ntete ki tutakwe monetiari ni mpashi tutamona mpashi za shingi tutamona mpashi tutamona tukotele masangi tuduki ri masangi moma tukotele kabata tu satreteko bimbevu babingi bala kufua batata kufua banguri kufua kabata tu banji lako mboka beto bantu botu lendi vukile weka kubantu kwegondi kwa kugonda buna eyivyo le batatusa bilongo kani batatu bukile mboka botu lendi vukile kunsia le poule anche diambu kwa ta yirika bunsi ya le poule majimi matuta kwenda te malembo ku satrete eka bala bana batubuta ba wasa babobo balendi ba vraiment tu banji le nom pashiza shingi twena zokule poule kuku nimyo kwa mibele nayo nzele batako se violer ni bana batako se violer bobo batakwiza kwani bete batakwese vyole boko abashima matavuka takwiza kwa kulenda wakala kuni kutambula kwa lendi tambula viki sengo kike nandi bunguta kitakuta ngati kugondela ni kutambula kwa lendi tambula. Il a détruit la Bwenza, il a bombardé au nord. En quoi Sassou Nguesso est-il un homme de paix d'après ses partisans? Monseigneur, Mesdames et Messieurs les conférenciers, je tiens à vous rappeler qu'en Bastille, à Brazzaville, pour des motifs connus du président seul, je ne puis par conséquent vous présenter le récit des événements de Ouando. C'est pourquoi je tiens à porter à votre connaissance qu'un gars mort, l'arme à la main, avait laissé des cadets vivants et qui avait combattu à ses côtés. De ce qui précède, je sollicite votre indulgence afin d'accorder le soin à l'un de ces cadets pour vous décrire le génocide des Kouyou de Ouando et des villages environnants. Mais avant, laissez-moi vous dire, et ceci c'est très important, je n'ai pas pu décrire, je n'ai pas pu mettre ce fait dans le mémoire, parce que c'est horrible. Lorsque la dépouille mortelle d'Anga arrive à Ouando, c'est par hélicoptère que devrait s'opérer, n'est-ce pas, le transfert de sa dépouille mortelle. À la dernière minute, on donne des instructions contraires. La dépouille d'Anga devrait emprunter la voie, la route. Arrivé à Oyo, où le président Sassou s'y trouvait déjà, le corps, la dépouille mortelle d'Anga est conduit à la présidence. Déposé dans la cour. Sassou monte sur la dépouille mortelle d'Anga. Il monte. Je n'ai rien contre Sassou, parce qu'après tout, il fut mon élève de karaté. Eh oui. Excusez-moi pour ce que je vais vous dire. Pour ce que je vais vous dire, c'est vraiment douloureux. Il marche sur la dépouille d'Anga et dit ceci. Mais viens encore prendre le pouvoir. Viens encore prendre le pouvoir. Viens encore prendre le pouvoir. Et il crache sur la dépouille. Après lui, c'était toute la population d'Oyo qui est passée à tour de rôle, cracher sur la dépouille d'Anga. Alors, Monseigneur, alors, Monseigneur, ma sœur et messieurs du Présidium, je vous demande que Sassou dise au moins
là où a été inhumée la dépouille mortelle d'Anga. Et la famille d'Anga voudrait savoir de l'usage par Sassou de l'organe génital d'Anga qu'il a prélevé, formalisé et qu'il garde jusqu'à ce jour. Je vous remercie. Pierre Anga a fait l'objet d'incessantes persécutions qui devaient conduire aux événements de Wando. Ainsi, des scénarios de son affectation à Ifondo, des manœuvres d'Issambo lui et de Moussa Pierre en connivence avec Sassou, visant à démunir Anga de toute source de revenus, des commandos armés par Michel Ngakala, au fin d'assassiner Anga et Yombi à Owando. L'échec de ces manœuvres sur le terrain conduisit à la tentative d'arrestation d'Anga et Yombi, justifiée par un complot fictif qui n'avait sa raison d'être que dans l'imagination très fertile, malheureusement infernale de Sassou et ses serviteurs, complot dont Anga et Yombi seraient les cerveaux penseurs. Sassou dut envoyer des délégations auprès du général Yombi pour lui signifier sa prochaine arrestation avec Anga. Tel fut l'objet des démarches de Monjo Nicolas, de Raymond Damas Ngolo auprès du général Yombi en février 87 et en août 1987. Iloki Cadet Donga est rendu responsable de la diffusion des informations relatives à une éventuelle liquidation physique de son frère Anga par des commandos à la solde du pouvoir. C'est ainsi qu'il fut affecté à Sibiti le 22 mars 1987 et y évolua jusqu'en juillet 1987 pour se voir arrêté et renvoyé en prison à Brazzaville. Ceci est très important. Il y a un commando qui est préparé à la présidence. Le président Sassou était président en exercice de l'OUA. Alors qu'il se rendait aux États-Unis, au Canada, il avait donc donné mission à Michel Ngakala d'armer le commando et de l'envoyer à Owando assassiner Yombi et Anga. Malheureusement, cette opération échoue. Elle échoua parce que, ici je ne peux pas le refuser, j'étais au courant et j'ai informé mon frère. Et c'est de cette manière, lorsque Monjo Nicolas, après son entretien avec le général Yombi à Owando, il vient rendre compte au président. En rendant compte au président, je crois que, de par les éléments qui avaient été fournis par le général Yombi à Monjo, le président Sassou s'est rendu effectivement compte qu'à Owando, les gens étaient très bien renseignés. Et ça, c'était un travail de flic. Le 21 mars, il va convoquer le commandant Aya, alors directeur de la sécurité publique, pour dire « Tu ne contrôles pas Iloki, il faut l'affecter ». D'abord, il a posé la question de savoir si Aya me contrôlait. Le commandant Aya n'avait rien à me reprocher. Il est resté tranquille. Alors, face au silence observé par le commandant Aya,
le président va donner des instructions au commandant Aya de m'affecter à l'intérieur du pays. Et c'est de cette manière que j'ai été affecté à Sibiti en qualité de chef de service régional de la police administrative. Dès lors, l'arrestation d'Anga et Yombi se fit pressante après celle de certains cadres militaires à Brazzaville. Tout un arsenal militaire digne d'une guerre inter-État est envoyé à Owando en vue de liquider Anga, à savoir des engins blindés, d'Erdem, des mortiers, des bombes lacrymogènes, des fusils mitrailleurs, des PMK, des lance-roquettes et de tout un régiment d'infanterie motorisée transporté à Owando par des transals français basés au Gabon, confère journal Le Monde du 6 octobre 1987 à la page 3. Des délégations furent envoyées auprès d'Anga en vue de le sommer à se rendre. Tel fut le cas des délégations conduites par Bongo Camille, qui, avant son départ, débarqua à la cité des 17 en compagnie d'Ondele Patrice, lieutenant-colonel, scénariste des complots, sur instruction de Sassou, le 21 août 1987 à 15h20. Parce que pour Sassou, il pensait que Iloki était seul capable à convaincre son frère Anga. Ainsi, Iloki, en se rendant à Owando, pouvait convaincre son frère à déposer les armes et à se rendre. Cette même démarche, initiée par Bongo Camille en direction de Iloki, le colonel Ngolondele l'initia de son côté. Le colonel Ngolondele, c'est en direction de la sœur d'Anga Okuli Thérèse, qui s'est retrouvée avec son ventre, voyez bien. À Owando, Bongo Camille réunit la population et tint, entre autres propos, le discours suivant. Même si Anga ne veut pas de gré de se faire prisonnier, malgré ses dispositions défensives, il sera facilement neutralisé, car dans les nouvelles techniques de combat, point n'est besoin pour les troupes de l'affronter ouvertement. Même depuis la caserne, sa parcelle sera pilonnée. Et quand on parle de pilonner, c'est des obus qu'on envoie pour un seul individu. La délégation des magistrats conduite par Assemekong et enfin, je vous en prie, est-ce que je peux parler s'il vous plaît? Il y a eu donc, après la délégation conduite par Bongo Camille, la délégation des magistrats conduite par Assemekong et enfin la délégation des ressortissants de Owando, conduite par Gwelondele, directeur général de la sécurité d'État, qui se refusa de rencontrer Anga. Vous savez pourquoi? Ngolondele ne voulait jamais rencontrer Anga. Parce que lui aussi s'était rendu au lieu où il y avait le capitaine Kikadidi. Il était en sandales. Et il évitait que Anga lui répète cela, lui fasse revivre l'événement. Le 4 septembre, le 4 septembre 1987, se déroula à Owando l'offensive militaire unique dans son genre, dans laquelle toutes les forces précitées étaient conjuguées contre un seul homme et contre des paisibles populations ayant pour seul crime
leur appartenance à la tribu Kouyou. Owando fut ce jour de 5h30 à 17h30 transformé en un véritable brasier dans lequel ne pouvait résister que celui qui défiait la mort. C'était horrible. Et lorsque, malgré cela, lorsque je vois dans l'interview accordée par le président de la République en 1987, où il nie qu'il n'y a jamais eu de combat au Owando, c'est vraiment triste. Le 4 septembre 1987 à 17h30, voire 18h, Anga et ses parents gagnèrent le maquis et y séjournèrent jusqu'au 4 juillet 1988. Pendant ce temps, l'inqualifiable se déroula tant à Owando que dans les villages environnants. Traque de tous les parents d'Anga et de tous ceux qui, de près ou de loin, l'avaient approché. Tous les procédés de torture étaient expérimentés et appliqués sur les populations par le lieutenant Boubeka Zakari. Il ne peut être un homme de paix lorsque durant plusieurs décennies, il gouverne par les armes, par la guerre. On le voit parcourir plusieurs régions dans le monde à la recherche des armes qu'il utilise sciemment contre le peuple congolais. En quoi Sassou Nguesso est-il un homme de paix lorsqu'il ne donne pas le minimum à ce peuple-là? Lorsqu'il y a des arrestations arbitraires, lorsque le peuple congolais manque du minimum de survie, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de travail, et lorsque par chance ils ont un travail, ils ne sont pas payés durant plusieurs années. Comment peut-on être en paix lorsque nous avons des bébés noirs, phénomène survenu durant sa gouvernance? Ces jeunes qui découpent les Congolais à la machette, chose que nous avons jamais vue auparavant. Rassemblement dans un commissariat de police à Brazzaville, en République du Congo. Ces policiers s'apprêtent à aller à la recherche des bébés noirs, des jeunes entre 13 et 30 ans qui, selon les autorités congolaises, sèment la terreur dans la capitale avec des armes blanches. Un phénomène de banditisme à ciel ouvert qualifié de terrorisme. Les bébés noirs sont des terroristes. Je dis bien, les bébés noirs ne sont que des terroristes. Ils tuent, ils pillent, ils violent les femmes. Des policiers passent à l'acte. Ce bébé noir présumé vient d'être interpellé à la grande satisfaction de certains habitants de son quartier. Bon, c'est une très bonne opération. Il faut éradiquer ces gens-là. Il faudrait les détruire. Ils ne doivent pas être nuisibles pour notre population. Au-delà de la traque, des acteurs de la société civile pensent que l'éradication du phénomène passe par la réinsertion sociale de ces bébés noirs. Il faut au préalable créer les centres d'accueil, donc les structures pour accueillir ces enfants-là. Mais je crois que quand ils ont passé 1 année, 2 ans dans ces centres-là, ils peuvent être réinsérés dans la société. Mais si on n'a pas ces dispositions-là, si on n'a pas ces centres-là, c'est une action nulle dans l'avenir. C'est dans des coins enclavés, difficiles d'accès, comme celui-ci dans le 5e arrondissement de Brazzaville, où l'éclairage public n'existe pas à la tombée de la nuit, que les bébés noirs opèrent souvent, selon des témoignages recueillis. Claude Martial, Brazzaville, Africa News. En quoi est-il un homme de paix lorsqu'il divise pour mieux régner les Congolais? Le tribalisme, on l'observe lorsqu'il y a des concours, lorsqu'il y a des nominations, ce sont toujours des personnes qui sont autour de lui.
En quoi est-il un homme de paix? Il a reçu 500 millions d'euros de la part de Total. Cela se chiffre à 325 milliards de francs CFA. Que pensez-vous qu'il va faire de cet argent? Il va donner, distribuer, comme il a coutume de le faire, à ses partisans. Il faut resserrer les rangs, il faut remotiver ses troupes, et il va aussi en distribuer à ceux qui se disent opposants. Le peuple congolais ne va pas en bénéficier. Ainsi, la question que je pose donc aux opposants, vous qui souhaitez aller aux élections présidentielles de 2026, que comptez-vous faire lorsqu'il va détourner les résultats des urnes? Car tous les Congolais savent qu'il ne va jamais gagner. Et surtout en ce net moment où les conditions de vie des Congolais se sont nettement dégradées. Ce qui me mène à faire comprendre ou à rappeler peut-être aux opposants qu'en 2016, si Parfait Kolela, Jean-Marie Michel Mokoko, Madame Mounari et Okombi Salissa, s'ils avaient fait front commun, s'ils avaient désigné un seul candidat, on en serait peut-être pas là. Je m'explique. Il aurait fallu justement avoir un seul candidat pour que tous les Congolais soient contre Sassou Nguesso. Si ce n'est même 92% des Congolais contre Sassou Nguesso. Parce que nous avions 2 candidats du Nord, 2 candidats du Sud, et malgré le tribalisme, tous les candidats, donc je veux dire tous les Congolais auraient été derrière ce candidat-là. Donc après le hold-up électoral de Sassou Nguesso, les différents candidats auraient demandé à leurs partisans de se soulever. Et donc, il n'y aurait eu aucun candidat qui allait dissuader ses partisans que non, restez chez vous, ne faites rien. Tout le monde devait être à la rue contre Sassou Nguesso et ils allaient être débordés. Mais cela n'a pas été fait. Et en outre, de nos jours, en 2000, pour l'élection de 2026, je ne pense pas que vous aurez la possibilité de choisir un seul candidat. Parce que déjà parmi vous, il y a plusieurs infiltrés. Et quand même vous allez choisir un candidat, on ne sait pas si ce candidat sera à lui, à son tour, un infiltré, ou bien s'il sera soudoyé par Sassou Nguesso pour qu'à la suite, qu'il reconnaisse ce scrutin. Et donc, vous voyez que ce dont nous avons besoin, peuple congolais, c'est d'un soulèvement populaire ou bien d'une désobéissance civile. C'est ça dont le Congolais aspire. Nous avons besoin de chasser Sassou Nguesso. Et là, vous êtes en train de reproduire, vous cherchez à reproduire le même schéma que vos prédécesseurs. Voilà, peuple congolais, ce que j'aimerais vous dire. Einstein, comme vous connaissez tous ce qu'Einstein a dit, vous voulez un résultat différent, mais vous ne changez pas votre manière d'agir. Vous agissez toujours de la même façon. Et là, vous voulez reproduire encore ce qu'ont fait les autres. Et pendant ce temps, le peuple congolais est en train de souffrir. Ainsi, en accompagnant donc Sassou Nguesso aux élections présidentielles de 2026, vous risquez d'être logé à la même enseigne. On va vous juger. Parce que vous êtes en train de perpétuer la dictature de cet homme sanguinaire. La souffrance des Congolais. Et je voudrais aussi m'adresser en même temps aux soi-disant sages, parce que nous avons observé que Sassou Nguesso a parcouru les régions de la République du Congo, rencontrant des soi-disant sages pour faire des alliances avec eux. Et pourtant, ces sages-là savent que Sassou Nguesso est en train de massacrer, de maltraiter, de martyriser les Congolais. On est le 21 mars 2025.
Là, c'est la route de Kindamba, Mayama, qui réunit Mayama, Kindamba. Voilà la route. Regardez. Au nord, Kindamba a choisi la candidature de X. Regardez. Regardez la route. Botala Nzela. Botala. Namboka, président à l'Assemblée. Hein? Voilà. Hein? Après, Bisoba, Molukuiza, oh, nous choisissons la candidature, machin et tout ça là. Ça veut dire quoi? Donc vous, qui avez fait alliance, vous, soi-disant sage, vous êtes que des criminels, vous qui avez fait alliance avec Sassou Nguesso, vous allez aussi être jugés. Voilà. Et les gens, et je voulais aussi m'adresser aux partisans du dialogue. Il y a eu plusieurs dialogues en République du Congo. Et rien n'a abouti. Parce que vous ne pouvez pas aller au dialogue avec Sassou Nguesso quand vous êtes en position de faiblesse. Ces dialogues-là ne visent qu'à conforter son pouvoir, à le garder au pouvoir, et non à le mettre hors circuit. Hein? Ce dont nous avons besoin, c'est d'un soulèvement populaire, d'une désobéissance civile. Si vous avez de l'argent à gaspiller, vous, les soi-disant opposants, utilisez-le correctement pour le Congolais, pour chasser Sassou Nguesso. Nous avons besoin des vrais patriotes. Nous avons besoin des vrais patriotes et non des candidats qui accompagnent inlassablement chaque fois Sassou Nguesso dans sa mascarade électorale. Voilà, peuple congolais, ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. C'était Nadège Andy Congo dans l'émission 4 sur table sur R7. Merci.